La rencontre d'Alan William Ecker, chapitre 4. Dame Blaireau ne retourna pas immédiatement à sa tanière après sa rencontre avec Benjamin. C'était bien la première fois qu'elle se trouvait nez à nez avec un être humain alors qu'elle chassait. Mais, alertée par l'envol du faucon, elle était arrivée avec le vent derrière elle, sans que son flair puisse détecter l'odeur du garçon, dont la présence lui avait échappé, puisqu'elle était à plat ventre et parfaitement silencieuse. Plus surprenant était le fait qu'elle ne se soit pas enfuie immédiatement en le voyant. Plus étrange encore, ce qui s'était passé ensuite. Non seulement elle avait accepté la nourriture qui lui tendait, mais elle l'avait laissé poser la main sur elle. Et pourtant, d'une façon sans doute instinctive, elle avait semblé comprendre tout de suite qu'il ne représentait aucun danger pour elle. Sa petite taille avait peut-être été le facteur déterminant. Il ne faisait guère que 5 ou 6 kilos de plus qu'elle, et, s'il était plus grand, elle était nettement plus large et bâtie plus en force. Elle avait dû se rendre compte qu'elle avait l'avantage sur lui, et, paradoxalement, c'est donc la fragilité de Ben qui avait joué en sa faveur. Néanmoins, cette rencontre l'avait décontenancée, et elle ne se remit à chasser activement qu'après avoir mis plus d'1 kilomètre entre elle et le lieu où elle avait laissé le garçon. Les 4 bébés souris avaient été pour elle de vraies friandises, mais n'avaient guère fait que lui ouvrir l'appétit. Normalement, elle vivait et chassait la nuit, comme tous les animaux de son espèce. L'homme n'a donc guère l'occasion de voir des blaireaux, même de loin. Ces derniers jours, cependant, elle avait presque constamment faim et sortait chasser le jour presque autant que la nuit, surtout pour alimenter ses glandes mammaires, car il lui fallait maintenant allaiter les 3 rejetons qui l'attendaient dans sa tanière. Depuis leur naissance, ils avaient considérablement grossi, mais ils étaient encore fragiles et aussi aveugles qu'au premier jour. Pendant quelque temps encore, ils resteraient entièrement dépendants de leur mère, mais d'ici 2 semaines, leurs yeux s'ouvriraient et ils seraient alors prêts à être sevrés. À ce moment-là, elle commencerait à leur apporter de vrais gibiers. Chiens de prairie, tamias, lièvres, poulets sauvages, souris, et dans la tanière obscure, ce seraient d'interminables batailles pour rire, au milieu de grognements et de couinements. Les petits se disputeraient les proies encore tièdes, se jetant dessous férocement et jouant à les tuer de nouveau avant de s'en gaver. Alors son fardeau de mère nourricière s'allégerait un peu, car, dès que les petits seraient sevrés, leur père, qui était resté dans le secteur et qu'elle voit parfois, participerait à la chasse quotidienne. Les oiseaux, grenouilles, lézards et autres petits rongeurs qui l'attraperaient seraient laissés près du terrier, et c'est la femelle qui les apporterait aux petits à son prochain retour de chasse. À mesure que les 3 petits blaireaux grandiraient, les efforts combinés de leurs 2 parents ne seraient pas de trop pour satisfaire leur appétit grandissant. Les adultes seraient fort occupés tout ce temps-là, et ce n'est qu'à la mi-juillet, lorsqu'ils auraient atteint les 2/3 de leur croissance, que les petits émergeraient enfin pour la première fois de cette tanière souterraine où ils étaient nés. Alors, ils commenceraient à accompagner leur mère dans ses sorties et elle leur enseignerait les techniques de chasse qui leur permettraient de se nourrir tout seuls. Mais en attendant, elle consacrait la quasi-totalité de son énergie à chasser. Elle se dirigea vers la plus grande colonie de chiens de prairie de ce secteur, qui se trouvait à 5 kilomètres à l'ouest de son repère. Ces centaines de taupinières d'1 pied de haut indiquaient leur présence, mais ce village était en fait relativement peu étendu et possédait à peine 1 millier de résidents. La région de Winnipeg, où l'herbe est haute et épaisse, était en effet près de la limite septentrionale de peuplement de ces petits rongeurs à queue noire. Ils préféraient la végétation plus clairsemée des territoires du Dakota et au-delà. Là, les colonies de chiens de prairie étaient immenses. L'une d'entre elles commençait au Dakota et s'étirait loin au cœur des terres des Indiens Cheyennes. Elle regroupait 400 millions d'individus, ce qui paraît incroyable. À l'époque, le Texas venait de lancer une campagne d'éradication de ces rongeurs qui avaient été déclarés nuisibles car ils dépassaient là-bas les 700 millions et disputaient l'herbe au bétail dont s'enorgueillissait l'État. La mère blaireau fit 3 pauses brèves avant d'atteindre sa destination.
La première, après avoir levé par hasard une grouze en train de couver, la grosse poule sauvage s'éloigna en titubant et en battant de l'aile, comme si elle était blessée, espérant par cette mimique attirer sur elle la voracité de l'autre. Mais elle avait quitté son nid trop tard et, à la vue de la dizaine d'œufs entassés dans un vague creux entre les herbes hautes, Dame Blaireau se détourna d'elle et la laissa à sa vaine panique. Puis, un par un, elle brisa d'un coup de dent les œufs olivâtres tachetés de cannelle pour en laper le contenu. Quand elle eut fini, sans un regard pour la grouze, qui, à quelques pas de là, caquetait encore désespérément, elle se pourlécha les pattes de devant et reprit aussitôt son chemin vers l'ouest. Mais cela n'avait été qu'un autre amuse-gueule qui n'avait guère apaisé sa faim. 100 mètres plus loin, elle s'arrêta brièvement pour flairer le gîte encore chaud d'un lièvre à bottes blanches. De toute évidence, il l'avait entendu et venait de s'enfuir. Elle ne perdit pas son temps à essayer de le pister. D'ailleurs, les blaireaux chassent rarement à la course. Mais elle avisa un églantier tout près, y happa un gratte-cul et reprit sa route en mâchant le fruit sauvage. Enfin, alors que les taupinières du village étaient en vue, elle attrapa un gros criquet noir qui avait eu l'imprudence de sauter juste sous son nez. Sa patte se détendit, épinglant l'insecte au sol. Un instant plus tard, il avait rejoint dans son estomac les bébés souris et les œufs de grouze. Relevant la tête, elle contempla devant elle la colonie de rongeurs. De nombreux chiens de prairie s'affairaient au loin autour de leur monticule ou bien faisaient le guet assis dessus, dressés comme des écureuils. Les dangers éventuels ne manquaient pas. Éperviers, aigles, furets, coyotes, lynx, blaireaux et autres prédateurs. Presque immédiatement, un des guetteurs l'aperçut, émettant aussitôt un jappement aigu suivi d'une espèce de roulade perçante comme un coup de sifflet. La vitesse à laquelle les autres disparurent dans leur trou à ce signal était presque comique. L'un d'eux, qui avait dû s'éloigner de chez lui, détala si vite qu'il trébucha, boula, retomba sur ses pattes et se remit à courir sans s'arrêter. Arrivé à son terrier, il s'immobilisa une seconde, dressé de tout son haut, ses yeux balayant l'horizon, puis il plongea dans son trou en laissant derrière lui, comme suspendu dans l'air, l'écho d'un jappement d'alerte. Dame Blaireau se dirigea vers l'endroit où le dernier avait disparu. Elle n'avait pas l'air particulièrement pressée. Sa technique de chasse pour ce genre de proie, qu'elle préférait à toutes les autres, était presque infaillible, mais elle lui demandait une dépense d'énergie considérable. Elle s'arrêta un instant pour flairer l'entrée du terrier, mais ne s'y attarda pas. Elle se mit, au contraire, à en faire le tour en décrivant une spirale qui allait s'élargissant, ponctuant sa marche circulaire de petits grognements essoufflés. Elle était à 4 ou 5 mètres du trou lorsqu'elle s'arrêta. Rien à la surface du sol ne semblait distinguer cet endroit particulier. Elle se mit à creuser sur le champ, presque verticalement, à un rythme infernal. Il est impossible de savoir comment s'y prennent les blaireaux, mais le fait est qu'elle avait localisé avec précision l'endroit exact où il fallait creuser pour atteindre sa proie. D'autre part, aucun autre animal du continent nord-américain ne s'est creusé aussi vite, et la rapidité avec laquelle elle avait percé le tunnel de son propre terrier n'était rien comparée à celle où elle travaillait maintenant. En moins d'1 minute, seul son derrière et sa queue épaisse et sombre affleuraient encore. Une demi-minute plus tard, elle avait complètement disparu. Seules les gerbes de terre qui jaillissaient du trou, et aussi ses grognements asthmatiques, trahissaient sa présence. En moins de 3 minutes, elle avait creusé un tunnel de près de 2 mètres, et son instinct étonnant l'avait amenée pile sur la galerie d'accès, tout près de la tanière du chien de prairie. Elle se mit aussitôt à élargir le passage afin de pouvoir piéger l'animal dans ses appartements. Son incroyable sens de l'orientation ne pouvait cependant pas la renseigner sur un point important. La tanière avait-elle une issue de secours en plus de la galerie principale ? S'il en était ainsi, tous ses efforts auraient été vains, car le gros rongeur s'échapperait alors dans un labyrinthe de galeries annexes. Si, en revanche, son estimation avait été correcte,
Cette galerie devait mener à une tanière en cul-de-sac, un nid isolé au bout du réseau de tunnels. Le refuge du chien de prairie se transformerait pour lui en piège fatal. Et c'était bien le cas. En débouchant dans la galerie d'accès, elle tendit l'oreille. Malgré sa respiration laborieuse, elle entendit quelque part devant elle le maître de séant qui, coincé, tentait désespérément de creuser une issue de secours. Or, tout expert qu'il soit en terrassement, le chien de prairie ne peut égaler la vitesse du blaireau en la matière. En quelques secondes, la mère blaireau se trouva dans la tanière du rongeur et se rua dans l'entrée du tunnel que celui-ci venait à peine d'entamer. En quelques coups de griffe, elle en élargit le diamètre, s'y fraya un passage et bientôt il y eut un cri étouffé. D'un coup de sa mâchoire robuste, elle venait de tuer sa proie en lui brisant les reins. Le rongeur, inerte, bien calé dans sa gueule, elle revint à reculons dans la tanière, fit demi-tour non sans mal, puis repartit vers la surface par la galerie presque verticale qu'elle avait creusée pour entrer et se retrouva à l'air libre. La totalité de l'opération avait duré 5 minutes et la chasse avait été fructueuse. Elle déposa sur le sol sa proie qui faisait bien 3 livres et s'ébroua pour se débarrasser de la terre qui collait à sa fourrure dense. Le chien de prairie était un adulte mâle de bonne taille, long d'environ 1,5 pied. Il avait une queue courte, noire à son extrémité et son poil était d'un jaune beige sur le dessus, blanchâtre au-dessous. C'était un fardeau assez lourd, mais elle l'assura entre ses dents, le souleva et prit le chemin du retour. À 800 mètres de chez elle, alors qu'elle trottinait obstinément, tout en grognant et en soufflant sous l'effort, une odeur puissante et bizarre assaillit ses narines. Sans lâcher sa proie, elle fit une pause et renifla à plusieurs reprises. Elle trouvait ces nouveaux effluves particulièrement attirants. Et si elle n'avait eu cette proie fraîche à rapporter à sa tanière, elle aurait certainement fait le détour. Elle reprit donc son chemin et entendit bientôt ses petits piailler d'excitation dès qu'elle fut engagée dans son terrier. Elle descendit son gibier dans la tanière et s'allongea pour dîner en paix. Mais elle était à peine installée que ces 3 rejetons, miaulant, piaulant et fouillant sa fourrure de leur museau avide, se jetaient sur ses tétons gorgés de lait. Cela faisait 5 heures qu'ils n'avaient pas tété et ils étaient affamés. Elle ne mangea qu'un quart environ du gros rongeur qu'elle avait tué, puis l'estomac plein et la respiration plus calme, elle fit à grands coups de langue la toilette des bébés, après quoi elle se recoucha et s'endormit tandis qu'il continuait à téter. Ce qui restait de sa proie serait sa réserve de nourriture pour les 3 ou 4 jours à venir, qu'elle passerait au nid à se reposer auprès de ses petits, en attendant qu'à nouveau la faim la force à sortir pour chasser. Au dehors, tandis que le jour baissait, l'odeur puissante et inconnue qui l'avait arrêté un moment aiguisait l'appétit d'un autre blaireau, le père des petits. Il venait d'émerger d'une journée de sommeil et s'apprêtait à passer la nuit à chasser. Il était aussi gros qu'elle, peut-être même un peu plus. Il aurait pu passer pour son frère jumeau tant ils se ressemblaient, à ce détail près que sa tête de mâle était légèrement plus large, son crâne un peu plus massif. Il était à moins de 500 mètres de son propre terrier lorsque l'odeur alléchante lui parvint et il obliqua aussitôt pour aller voir d'où cela provenait. Les sardines ont un arôme lourd et huileux, et bien que le blaireau ignorât ce dont il s'agissait, son odorat lui disait que ce devait être du poisson et que c'était bon à manger. Il fit 400 mètres sans une seconde d'hésitation avant de parvenir au point d'où émanait cette odeur appétissante et nouvelle. S'il avait fait une pause, pris son temps, s'il s'était approché avec plus de prudence, il aurait pu détecter une odeur de métal et peut-être, plus élusive encore, une trace d'odeur humaine. Mais le lourd parfum des sardines masquait tout le reste et il n'hésita pas. La chasse de la nuit précédente avait été maigre. 2 campagnols, une souris sauteuse, et la faim le rendait négligent. De la terre avait été fraîchement retournée à l'endroit où l'odeur était la plus forte et il se mit à creuser sur le champ. À peine avait-il commencé que quelque chose sembla jaillir du sol en même temps qu'une douleur intense lui paralysait les pattes antérieures.
Il recula en titubant, avec un grondement féroce, mais lorsque le piège d'acier, arrivé au bout de sa chaîne, entama encore plus profondément les muscles de ses pattes, la secousse cassa son élan et il fut jeté à terre. Il se mit à crier, à hurler, à labourer le sol en essayant frénétiquement de se libérer, attaquant le métal froid de ses mâchoires impuissantes, retombant chaque fois qu'en se débattant, il tirait la chaîne jusqu'au bout. Car le dernier anneau de cette chaîne était solidement fixé à un pieu épais qui avait été planté si profondément dans le sol qu'on ne le voyait plus. Si le blaireau avait été capable d'analyser la situation, malgré ses 2 pattes avant captives, il aurait pu creuser autour du pieu, l'arracher et s'enfuir en traînant le piège avec lui. Mais ce genre de raisonnement dépassait ses capacités. Il ne comprenait qu'une chose, il était prisonnier, et son instinct le poussait à se battre et à se débattre, à mordre le piège qui l'entravait. Toute la nuit, il continua cette lutte inégale. Par moments, il reprenait son souffle, grondant et donnant des coups de dent au piège, ou même à ses propres pattes entravées, parfois couché de tout son long, à l'extrême limite de la chaîne tendue, haletant et gémissant sous la morsure de la douleur. C'était un des pièges que George Burton avait placés en bordure des terres de MacDonald. S'il était adroit poseur de pièges, il les relevait avec une certaine négligence. Le blaireau passa 2 nuits et presque 2 journées à souffrir en vain, tandis qu'à force de lutter, son énergie s'épuisait et la soif et la faim s'ajoutaient à sa torture. Il s'était battu si furieusement la première nuit qu'en fin d'après-midi, le 2e jour, il ne restait pas un brin d'herbe, pas un pied carré de terre intact dont le cercle ou la chaîne du piège le tenait captif. Couché sur le flanc, le blaireau semblait trop faible pour tenir sur ses pattes, mais au bruit du cheval de Burton, il se redressa dans un dernier effort pour se libérer. La lutte s'avéra vite aussi inutile qu'avant, alors qu'il se ramassa en boule et attendit les nouveaux arrivants, grondant et montrant les dents lorsque le trappeur mit pied à terre. Lobo, le grand chien jaunâtre, n'était pas avec lui. Burton avait décidé de ne pas s'encombrer de lui si près de la maison. Ça ne faciliterait pas son travail de répandre l'odeur du chien autour des pièges, sans compter que Lobo risquait de se blesser en allant gratter là où il ne fallait pas. Burton s'approcha. « Tiens donc, marmonna-t-il, on dirait qu'en fait de coyote j'ai piégé une collection de brosses à raser. Mais oui, mais oui !» Il se tenait prudemment hors de portée, ce qui ne l'empêcha pas de faire un bond en arrière lorsque l'animal se jeta vers lui avec un grondement terrible pour retomber aussitôt, son élan brisé par la chaîne tendue à rompre. Le blaireau était encore bien vivant et ne montrait aucun signe de frayeur. Il affichait au contraire une agressivité mortelle pour cet homme qu'il ne pouvait atteindre. Burton avait une carabine, mais il l'avait laissée dans le fourreau du cuir arrimé à la selle de son cheval. Il n'avait pas l'intention de gaspiller une cartouche ni d'endommager une fourrure alors que ce n'était pas nécessaire. Au lieu de cela, il tira de derrière sa selle un manche de masse de 2 pieds de long. Ce gourdin à la main, il s'avança vers le blaireau et s'arrêta à la limite du cercle où se débattait l'animal jusqu'à ce qu'il s'épuise et reste là, pantelant, à le regarder d'un air furieux. Burton maniait le gourdin avec la dextérité d'une longue expérience. Il porta au blaireau un coup oblique d'une précision mortelle et d'une violence impitoyable en travers de l'arcade sourcilière et de l'arête du museau. La bête se raidit, ses pattes postérieures se tendirent en un dernier spasme terrible, puis tout son corps s'affala. Burton ne redoubla pas son coup. Ce n'était pas la peine. Il était rare, en effet, qu'il soit obligé d'achever de plus d'un coup les animaux qu'il avait piégés. Tout le périmètre était imprégné d'une puissante odeur de musc. Tout en fronçant le nez de dégoût, il ouvrit d'un geste désinvolte mais précis la mâchoire du piège pour libérer les pattes à demi mutilées du blaireau. Puis il les attacha à l'extrémité d'une lanière de cuir et souleva l'animal. « Seigneur Dieu, dit-il entre ses dents, mais tu pèses au moins aussi lourd que le gamin des MacDonald. » Il porta sa prise jusqu'à sa monture.
Le cheval broncha un peu, mais Burton réussit à poser la dépouille en travers derrière la selle. Puis, tendant les bras sous le ventre du cheval, il tira à lui l'autre extrémité de la lanière qu'il noua soigneusement aux pattes postérieures du blaireau, arrimant fermement le bout qu'il restait à un anneau de métal fixé à la selle. Il lui fallut un peu plus de temps pour déterrer le pieu qui avait servi d'ancrage au piège, mais il eut bientôt chargé tout son équipement et fut prêt à partir. Cet endroit, labouré par les griffes du blaireau et imprégné du muscle qu'il avait émis en se débattant, restait pour une saison au moins impropre à la pose de piège, Burton le savait. La maison des MacDonald était relativement proche et surtout, elle se trouvait sur son chemin. Aussi dirigea-t-il son cheval dans cette direction. Cela plairait sans doute au fermier de voir qu'il avait réussi à piéger ces blaireaux qu'il n'aimait guère sur ses terres. Il n'avait pas fait 1 kilomètre lorsque soudain il tira sur ses rênes et mit pied à terre. S'éloignant de quelques pas, il s'accroupit pour observer, le sourcil froncé, un gros trou ovale qui s'enfonçait obliquement dans le sol. « Tiens, 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 marmonna-t-il, regardez-moi ça. On dirait qu'il y a du blaireau dans le coin, et du gros même. » Il retourna à sa monture et posa la main sur l'échine du blaireau mort. « Ce serait pas ta tanière, ça, des fois ? Quoique non, ça m'étonnerait. À voir comme c'est propre autour, je crois bien qu'on est tombé sur un nid. Avec un peu de chance, on devrait bientôt pouvoir récupérer ta bourgeoise. » Il se mit aussitôt au travail, toujours rapide et précis, évitant les gestes inutiles, soucieux d'arriver à Ox Hill avant la nuit. De longues années dans ces régions sauvages lui avaient appris qu'il peut être fort malsain d'arriver chez quelqu'un après la tombée de la nuit sans s'être annoncé à l'avance. Il y avait des gens qui paniquaient pour pas grand-chose et préféraient tirer d'abord. Burton recula d'une vingtaine de mètres et s'arrêta près d'une grosse dalle rocheuse qui semblait le satisfaire. Il creusa un trou d'1 pied de diamètre, profond d'une quinzaine de centimètres. Empoignant le piège d'acier, il défit le gros fil de fer qui reliait le bout de la chaîne au pieu et, soulevant à grande peine la dalle, l'y fixa solidement. La lourde pierre, qui faisait une trentaine de kilos, servirait avantageusement de point d'ancrage. Il ne voulait pas réutiliser le pieu, car les coups de masse risqueraient d'alerter la femelle si elle était là. Alors elle déménagerait dès qu'il serait parti, emmenant sa nichée avec elle. Burton connaissait bien son gibier. Une fois le fil de fer bien arrimé, il sortit de son sac une grosse boîte plate, l'ouvrit et plaça les 3/4 des sardines qu'elle contenait au fond du trou qu'il venait de creuser. Puis il arma le piège, s'assurant que la lame du ressort était suffisamment engagée dans la fente du déclencheur pour résister au poids de la terre qui recouvrirait le trou, mais suffisamment sensible encore pour réagir à la patte délicate d'un blaireau. Son expérience seule dictait la précision de ce réglage. Une fois le piège armé, il le déposa dans le trou sur les sardines avec d'infinies précautions et disposa par-dessus une large feuille plate. Celle-ci empêcherait la terre de s'ébouler sous le déclencheur, ce qui aurait risqué de le coincer. Alors, il enfila un gant de cuir pour masquer sa propre odeur, saupoudra le piège avec la terre meuble. Enfin, il déposa dessus ce qui restait de sardines dans la boîte, sauf une, et continua à émietter de la terre jusqu'à ce que tout le dispositif soit bien dissimulé. Puis il ratissa des herbes sèches dont il recouvrit la terre meuble, la chaîne et le fil de fer qui ceinturaient la grosse pierre d'ancrage. Il enfourna, comme toujours, la dernière sardine dans sa bouche et tout en mastiquant bruyamment, il se releva et fit un pas en arrière pour inspecter son travail. C'était de la belle ouvrage. À moins d'être au courant, personne n'aurait pu deviner la présence du piège. Comme le blaireau qu'il venait de capturer, le premier animal alléché par l'odeur des sardines qui viendrait creuser là serait pris avant d'avoir vu les mâchoires d'acier jaillir du sol pour lui happer la patte. « J'ai encore un sacré coup de main, dit Burton à mi-voix, sur un ton satisfait. « Allez, viens mon cheval, on a un bout de route et une visite à faire. »